Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. On va faire l'appel des membres. Madame Valérie Luciani. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Moutet, Madame Leroy, Monsieur Domas, Madame Samazan, donne procuration à Madame Leroy, Monsieur Olivieri, Madame Gauthier, Monsieur Lupi, Madame Bruno, Monsieur Landa, Madame Luciani, Yolande, Monsieur Delvalle Philippe donne procuration à Monsieur le maire, Monsieur Delcamp, Madame Breda, Madame Noël, Monsieur Valentin, Madame Bassino, Monsieur Donati, Monsieur Michel, Madame Lafay, Monsieur Kopp, Madame Wozniak, Madame Luciani, moi-même, Monsieur Delvalle Stéphane, Madame Fauché, Madame Leborgne, donne procuration à Madame Gauthier, Monsieur Garcia, Monsieur Concalves donne procuration à Monsieur Landa, Monsieur Crété, Monsieur Caneparo, Madame Cornet, Madame Chorda, Ambrogio, Madame Legon et Monsieur Chable. Merci. Nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. Pour celle-ci, je propose Madame Valérie Luciani. Y a-t-il d'autres personnes? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Je vais vous faire, comme à chaque début de séance, deux petites communications. Tout d'abord, le retrait de la délibération 2026-04-01 portant sur l'approbation de la liste des membres de la CCID. Les raisons, elles sont simples. Il y a 32 personnes exactement à trouver. On a eu tous les conseils à préparer, etc., toutes les commissions à mettre en place. Donc cette délibération, on la repassera au prochain conseil, soit le 23 avril. Comme vous pouvez le constater, il y a une nouvelle disposition pour les conseils municipaux. Ce nouvel agencement du conseil est mis en place pour la première fois lors de cette séance. Il répond aux attentes en termes d'organisation et de qualité des échanges. Et bien sûr, il a vocation à être pérennisé. On va passer à l'approbation du procès-verbal du 21 mars. Y a-t-il des questions? Tout le monde est pour. Unanimité. Les décisions du maire, Madame Luciani. 20, 26, 21, liste des marchés passés au titre de la période du 18 novembre 2025 au 23 mars 2026. Allez, Monsieur Lupi, détermination du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Le renouvellement des membres du conseil municipal issus des élections du 15 mars 2026, que le conseil municipal doit élire ses membres du conseil d'administration et donc en déterminer le nombre. Le rapporteur expose à l'Assemblée que le conseil d'administration du CCAS comprend le maire et en nombre égal, au minimum 4 et au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et le même nombre de membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées à l'article L123-6, alinéa 4 du Code de l'action sociale et des familles. Il convient donc de déterminer le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Il est donc proposé que ce nombre soit fixé à 6 membres élus et 6 membres nommés. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 12 le nombre de membres élus et nommés au sein du conseil d'administration du CCAS. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Monsieur Robert Lupi, élection des membres élus au conseil d'administration du CCAS. Donc là, il va falloir qu'on vote à bulletin secret. Il y a 2 délibérations comme ça, puisqu'après, pour les autres délibérations, on s'est vu avec M. Pierre-Laurent Chable pour que ça soit fait à main levée. Voilà, merci d'ailleurs. Ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Voilà.
Je vous laisse la parole, Monsieur Lupi. Merci. Le renouvellement des membres du conseil municipal issu des élections du 15 mars 2026, que le conseil municipal doit élire ses membres du conseil d'administration. Le rapporteur informe l'Assemblée que dès son renouvellement, le conseil municipal procède dans un délai de 2 mois maximum à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. L'élection des membres élus par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est précisé que le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Il est procédé à l'inventaire des listes proposées et demande de procéder à l'élection. Candidature. Liste du groupe majoritaire de 6 membres. Monsieur Robert Lupi, Monsieur Robert Michel, Madame Bénédicte Leroy, Madame Valérie Luciani, Monsieur Philippe Delvallée, Madame Laetitia Bruno. Toujours à l'envers ce truc. Y a-t-il d'autres listes? Oui. Ben, il faudra que vous mettiez, donc il y a une autre liste, il faudra que vous mettiez le nom sur le bulletin qu'il y a. Donc par contre, on a 2 bulletins sur les tables, ne vous trompez pas. Hein. Il y a 2 délibres où on vote comme ça. Vous avez le conseil d'administration de la maison de retraite publique Saint-Jacques-les-Genêts et les Capucines, et celle-ci qui concerne le CCAS. On va procéder au vote. Il nous faut 2 scrutateurs. Madame Ingrid, Monsieur Roux va passer avec l'urne, on vote, et après, pour le dépouillement, et je ne sais pas, chez nous, qui... Allez, Madame Breda. Allez, Madame Breda et Madame Ingrid.
Ouais, Valérie. On les a pas toutes comme ça. Non. Alors, 33 votants, 27 Lupi et 6 Legon. Donc ça fait
5 et 1. Donc il y en a 5 qui rentrent de chez nous et 1 de chez M. Chable. Si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut rappeler les noms de chacun des... Ouais, mais donne-moi le tout parce que sur la délib, je ne les ai pas les noms. Donc sont élus M. Robert Lupi, M. Michel Robert, Mme Leroy Bénédicte, Mme Luciani Valérie, M. Delvalet Philippe et Mme Legon Chloé. On est bon? Allez, on passe à la suivante. Rapporteur, M. Robert Michel, élection des membres du conseil d'administration de la maison de retraite Saint-Jacques, les Genêts et les Capucines. Bonsoir. Considérant le renouvellement des membres du conseil municipal issus des élections du 15 mars 2026, qu'il convient d'élire les représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la maison de retraite publique Saint-Jacques, les Genêts et les Capucines pour ce nouveau mandat. J'expose à l'Assemblée que la maison de retraite publique Saint-Jacques, les Genêts et les Capucines est administrée par un conseil d'administration. À la suite des dernières élections, il convient donc de procéder à la désignation de 3 nouveaux membres titulaires et suppléants appelés à siéger au conseil d'administration de la maison de retraite publique Saint-Jacques, les Genêts et les Capucines pour une durée correspondante au mandat de l'Assemblée municipale. Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune est notamment composé de 3 représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire qui assure la présidence du conseil d'administration. L'article R 315-11 précise que les représentants autres que le maire sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. 2 personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale. L'article R 315-14 précise que ces personnalités qualifiées sont désignées par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement. Il est proposé par le groupe majoritaire comme titulaire M. Bernard Moutet, Mme Bénédicte Leroy, M. Robert Lupi, comme membre suppléant M. Jean-Claude Landa, Mme Denise Gauthier et M. Robert Michel. Monsieur Chable, vous avez... OK. Ben, on va procéder au vote alors. Donc c'est la même histoire. Hein. Alors on prend les mêmes que tout à l'heure et voilà.
27 Moutet, 6 nuls. Et donc sont élus. En titulaire, Moutet Bernard, Leroy Bénédicte, Lupi Robert. Suppléant, M. Landa, Mme Gauthier Denise et M. Michel Robert. Allez, création de la commission de concession de délégation de services publics et adoption de son règlement intérieur. Madame Leroy. Bonsoir. J'expose à l'Assemblée qu'il est nécessaire de procéder à la création d'une commission de concession, délégation de services publics. Cette commission est composée de M. le maire, président de droit ayant voix délibérative, de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein ayant voix délibérative, de 5 membres suppléants élus dans les mêmes conditions ayant voix délibérative. Afin de préciser les modalités de fonctionnement de cette commission, il est proposé d'adopter un règlement intérieur fixant notamment les modalités de convocation, les règles de quorum, les conditions de déroulement des séances, les règles de vote, les obligations de confidentialité et de prévention des conflits d'intérêts. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la création de la commission de concession, délégation de services publics pour la durée du mandat municipal, d'approuver le règlement intérieur. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Leroy, désignation des membres de la commission de concession de délégation de services publics. Conformément à l'article L 1411-5 et à l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, nous allons maintenant procéder à l'élection des membres de cette commission. Sont proposés en tant que membres titulaires M. Philippe Delvallée, Mme Bénédicte Leroy, M. Philippe Kopp, Mme Régine Picon, M. Christophe Crête. En tant que membres suppléants, Mme Valérie Luciani, Mme Frédéric Wozniak, Mme Denise Gauthier, Mme Léa Samazan, M. Pierre-Laurent Chable. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à main levée. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, sont élus en membres titulaires M. Philippe Delvallée, Mme Bénédicte Leroy, M. Philippe Kopp, Mme Régine Picon et M. Christophe Crété. Et en suppléant, Mme Valérie Luciani, Mme Frédéric Wozniak, Mme Denise Gauthier, Mme Léa Samazan et M. Pierre-Laurent Chable. Monsieur Kopp, création de la commission d'appel d'offres et adoption de son règlement intérieur. Considérant que pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, la commune doit disposer d'une commission d'appel d'offres permettant notamment leurs attributions, qu'il appartient au conseil municipal de constituer cette commission. J'expose à l'Assemblée qu'il est nécessaire de procéder à la création d'une commission d'appel d'offres dite CAO. Cette commission est composée du maire, président de droit ayant voix délibérative, de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein ayant voix délibérative, de 5 membres suppléants élus dans les mêmes conditions ayant voix délibérative, du comptable public de la collectivité et d'un représentant du ministre chargé de la concurrence qui seront invités à participer aux réunions de la commission avec voix consultative. Les membres titulaires et suppléants feront l'objet d'une élection par le conseil municipal lors d'une délibération distincte. Afin de préciser les modalités de fonctionnement de cette commission, il est proposé d'adopter un règlement intérieur fixant notamment les modalités de convocation, les règles de quorum, les conditions de déroulement des séances, les règles de vote et les obligations de confidentialité et de prévention des conflits d'intérêts. Le projet de règlement intérieur de la commission d'appel d'offres est annexé à la présente délibération. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la création de la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat municipal et d'approuver le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres tel qu'annexé à la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? On va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci. Monsieur Kopp, désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Donc là, ça sera, c'est une liste unique et ça sera un vote à main levée.
Donc, considérant qu'à la suite des élections municipales du 15 mars 2026, il convient de constituer une commission d'appel d'offres, et ce, pour la durée du mandat. Qu'il convient de déterminer les modalités de dépôt des listes concernant l'élection des membres titulaires et suppléants des commissions permanentes. J'expose à l'Assemblée qu'il est nécessaire de procéder à la création d'une commission d'appel d'offres dite CAO. Il rappelle l'article L 1411-5 du CGCT qui précise que cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, comporte en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au sein de l'Assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Conformément à l'article D 1411-5 du CGCT, l'Assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. Les listes comporteront 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de l'Assemblée délibérante. Les listes pourront comporter moins de noms, qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre de suppléants doit être égal à celui des membres titulaires. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire. Les listes seront déposées au cours de la présente séance du conseil municipal, au terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres des dites commissions. L'article L 2121-21 alinéa 4 du CGCT dispose que le Conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Enfin, en application de l'article L 2121-22 du CGCT, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Il est rappelé que si une seule liste est présentée après appel de candidature, les nominations prendront effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en sera donné lecture par le président de l'Assemblée délibérante, conformément à l'article L 2121-21 du CGCT. Il convient donc à présent de procéder à titre permanent à l'élection des membres de la commission, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle avec application du plus fort reste. Proposition. Il est proposé aux membres du conseil municipal la constitution d'une liste unique qui permettra ainsi l'expression pluraliste des élus afin que tous les groupes puissent être représentés. Sont proposés en tant que membres titulaires M. Philippe Delvallée, Madame Bénédicte Leroy, Monsieur Philippe Kopp, Madame Laetitia Bruno, Monsieur Francis Canet-Parot. En tant que membre suppléant, Monsieur Pierre Valentin, Monsieur Stéphane Delvallée, Madame Aurore Fauché, Madame Yolande Luciani, Monsieur Christophe Crété. Merci pour nous avoir tout résumé, Monsieur Kopp. On va procéder au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Michel Robert, création de la commission consultative des services publics locaux et adoption de son règlement intérieur. Le renouvellement des membres du conseil municipal issus des élections du 15 mars 2026, qu'il appartient au conseil municipal de constituer cette commission, de désigner ses membres et d'en définir le nombre. J'expose que les communes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de services publics ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. L'Assemblée délibérante peut charger, par délégation et dans les conditions qu'elle fixe, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission sur les projets visés par l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette commission permet d'associer les représentants des usagers et des associations locales au suivi des services publics locaux exploités en régie ou confiés à un tiers, notamment dans le cadre de délégations de services publics. Elle sera composée de 9 membres, 6 membres issus du conseil municipal représentant l'expression pluraliste des élus et 3 représentants des associations locales. Afin de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission, il est proposé d'adopter un règlement intérieur fixant notamment
la composition de la commission, les modalités de convocation, les règles de fonctionnement et de consultation, les obligations de confidentialité. Le projet de règlement intérieur de la CCSPL est annexé à la présente délibération. Et donc, on vous propose de voter pour cette création. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, merci. Monsieur Robert Michel, désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Bon, je vous fais grâce du début qui est à l'identique avec la feuille précédente. Donc, cette commission est consultée notamment sur les délégations de services publics, les projets de création ou suppression d'un service public, l'analyse des rapports annuels des délégataires, l'analyse des rapports sur le prix et la qualité des services publics tels que l'eau, les déchets, etc. Elle rend un avis consultatif. Cette commission est présidée par le maire ou son représentant et est constituée de 9 membres. 6 membres du conseil municipal, 3 représentants des associations locales. L'article L1413-1 du CGCT précise que l'ensemble des membres de la CCSPL sont désignés par le conseil municipal. Conformément à l'article D1411-5 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. Les listes comporteront 6 membres représentant le conseil municipal, 3 représentants des associations locales. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges. Les listes seront déposées au cours de la présente séance du conseil municipal, au terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres des dites commissions. L'article L2121-21, alinéa 4 du CGCT, dispose que le Conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Il est rappelé que si une seule liste est présentée après appel de candidature, les nominations prendront effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant et il en sera donné lecture par le président de l'Assemblée délibérante conformément à l'article L2121-21 du CGCT. Voilà ce qui vous est proposé en tant que membre. Monsieur Philippe Delvallée, Madame Bénédicte Leroy, Monsieur Robert Michel, Monsieur Robert Lupi, Madame Frédéric Breda et Madame Ingrid Cornet. Et au niveau des associations locales, M. Crémieux de l'association AMV, Académie d'Arts Martiaux Varois, Mme Blacas de l'association Club 210, M. Julien de l'association Don du Sang. Là, on peut procéder au vote. Donc, pareillement, on va procéder au vote à unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Stéphane Delvallée, signature de la Convention pour l'expérimentation de solutions d'intelligence artificielle. Alors donc, j'expose que le Conseil départemental a délibéré lors de son Assemblée générale pour le développement équilibré des usages et des services numériques dans le Var. Cette action fait suite à la mise en place d'une coopération publique-publique signée entre la région, le département et 11 EPCI du Var. Le comité de pilotage a décidé d'étendre ce volet à l'accompagnement des collectivités du Var sur les sujets de l'intelligence artificielle. Il y a donc une phase d'indéation visant à identifier des cas d'usage, leur expérimentation par un groupe de collectivités volontaires, ainsi qu'un volet d'acculturation. Dans un esprit de mutualisation et d'innovation au service de l'action publique, le département souhaite mettre ces solutions à disposition des collectivités partenaires pour mener cette expérimentation. La commune de Cuers s'est donc intéressée par le potentiel de ces outils et a manifesté son souhait de participer à cette démarche, d'où la convention pour objet de définir des modalités de cette collaboration et de viser à encadrer juridiquement l'expérimentation qui sera conduite en conformité avec les dispositions de l'IA Act. Alors l'important, ce sont les 2 familles d'usages qui sont concernées, c'est-à-dire transcription et synthèse, assemblée, réunion, visioconférence, donc transcription des comptes rendus et comptes rendus automatisés, et une partie assistance administrative, assistance à la décision et la rédaction juridique, veille juridique et réglementaire, recherche intelligente, assistance à la rédaction et passation des marchés publics. Cette expérimentation vise à tester là où les solutions en conditions opérationnelles réelles, à évaluer leurs apports et leur impact sur les services de la collectivité partenaire, à identifier les conditions de déploiement techniques, humaines, organisationnelles et à consolider un retour d'expérience partagée.
La durée de l'expérimentation est fixée à 6 mois à compter de la signature de la présente convention. Le département met à disposition de la collectivité partenaire un accès à là où les solutions IA mentionnées en annexe. Donc la particularité, c'est transcription, assistance. On n'est bien pas sur de l'assistance, sur de l'IA régénérative. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour l'expérimentation de solutions intelligentes et de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou document tendant à rendre effectif ce recrutement dans la limite des crédits budgétaires ouvrés par l'Assemblée délibérante. Merci, M. Delvalier. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous en remercie. Indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, fixation et répartition de l'enveloppe globale. Considérant que, suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de prendre une délibération fixant le niveau des indemnités de ses membres conformément à l'article L2123-20 à L2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales. Il est rappelé à l'ensemble de l'Assemblée, il est rappelé à l'Assemblée les dispositions réglementaires et des indemnités des élus. Je vais vous résumer quand même. La proposition, il est proposé au conseil municipal, en application de l'ensemble des dispositions susvisées, de procéder au vote pour la fixation de l'enveloppe globale autorisée pour l'indemnisation des élus municipaux, se composant des indemnités de fonction au taux maximal susceptible d'être versées aux maires et aux adjoints au maire. L'indice brut terminal de la fonction publique au 1er janvier 2024 est de 4110,52 €. L'enveloppe brute mensuelle du maire est de 4110,52 multiplié par le pourcentage qui est de 67,60, ce qui donne 2778,71, et l'enveloppe brute mensuelle des adjoints, donc toujours c'est 4110,52 multiplié par les 28,60% fois 9, c'est-à-dire 10 580,49 centimes. C'est un total pour l'enveloppe mensuelle de 13 359,20 centimes. On va passer au vote pour cette partie-là. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire. Non, je prends un peu d'avance sur la deuxième, mais c'est les mêmes votes et c'est la même logique. Je voudrais un petit peu vraiment là ouvrir le débat et vous poser une vraie question. Et bon, c'est pas le robe, on sort pas les fusils, mais je suis un petit peu... Bon, déjà, remercier la qualité de réponse de vos services qui me répondent toujours à mes questions avec célérité et précision. Après, il y a le côté politique qui fait que j'ai ou pas certaines réponses, mais ça, c'est pas de leur ressort. Je suis un petit peu agacé par ces deux délibérations et par principe, symboliquement, on va voter contre. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai demandé à vos services que le tableau sur la deuxième délibération, je prends de l'avance, mais c'est les deux votes, ils sont contre et ils sont liés. C'est pour ça que je me permets d'intervenir maintenant, en demandant qu'au moins on ait la liste des noms. Je voulais pas les délégations, je m'en fichais, mais qu'au moins on ait la liste des noms, parce que comprenez qu'on vote là au conseil municipal une liste qui est vide alors qu'elle est déjà mise à jour sur le site internet de la commune. Enfin, il y a quand même, je veux bien, mais vous aviez les noms, je ne demandais pas forcément la délégation, même si ça commence déjà la vie de centre-ville est ce qu'elle est, et les gens adorent faire le téléphone arabe, comme on dit, mais ça commence déjà à savoir. Mais qu'au moins on ait pu avoir les noms, qu'au moins on ait pu avoir un peu de transparence. Et moi, ça me donne l'impression que le conseil municipal vient enregistrer aujourd'hui une décision qui est déjà communiquée aux habitants. Et ça me perturbe un peu, ça m'agace un peu, et il n'y a vraiment aucune animosité contre telle ou telle personne qui est nommée. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on a déjà en ligne le nom, alors qu'on ne l'a pas aujourd'hui dans la délibération qui nous est présentée, la deuxième. Je ne parle pas de la première. Donc par principe, sans animosité aucune envers telle ou telle personne, on votera un contre sur cette question symbolique. Alors, ce n'était pas une obligation déjà de vous fournir les noms. Deuxièmement, alors je ne sais pas, les habitants, pourquoi vous mettez les habitants? Nous, on n'a rien dit aux habitants. Hein. Non, pardon. Ce que je voulais dire, monsieur le maire, c'est je m'en fiche des délégations. Moi, je ne demandais pas, parce qu'effectivement, dans mon mail, excusez-moi, je n'ai pas donné toutes les infos. Dans mon mail, je l'ai relu et effectivement, ça pouvait
on pouvait y lire que je voulais connaître les délégations des personnes. Donc pour cela, je voulais m'excuser, ce n'était pas du tout le sens de ma question. Le sens que je voulais dire, c'est qu'au moment où j'écris ce mail, en disant est-ce qu'on peut avoir la délibération avec le nom des gens, les adjoints, les délégués, la liste était déjà en ligne. On avait déjà sur votre site internet, on n'avait pas les délégations qui sont marquées, on sait déjà qui sont les 8 adjoints et qui sont les 8 élus délégués. Pourquoi est-ce que le conseil municipal n'a pas l'information alors qu'elle est déjà publique? C'était sur cette base-là. Le reste, c'était voilà. Ok, d'accord, on prend note. Donc, on va voter cette première partie. Donc, l'enveloppe, hein, je le rappelle, est de 13 359. Donc, qui s'abstient, qui est contre, si contre Valérie, et qui est pour le reste. Après, répartition de l'enveloppe globale autorisée et fixation des taux des indemnités selon les modalités suivantes. Donc, les adjoints, c'est 23% de l'indice brut terminal de la fonction publique et les conseillers municipaux délégués, 9% de l'indice brut total de la fonction publique. Donc, pas de questions, M. Chamble? Ouais, hein, voilà. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, 6, et qui est pour le reste. Après, la troisième, c'est d'approuver le tableau annexé à la délibération qui précise la répartition individuelle entre les élus concernés de l'ensemble des indemnités de fonction. Il est dit que les indemnités de fonction seront payées mensuellement et automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et de l'évaluation de l'indice brut terminal de la fonction publique. Il est précisé qu'aucun élu n'est concerné par l'écrêtement de ces indemnités dans le cadre du respect de la prescription légale de plafonnement des rémunérations et des indemnités. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits chaque année au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal. On va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, 6, qui est pour. Merci. Et logiquement, vous pouvez voir le tableau derrière qui vous donne les noms. Je vous laisse regarder. Comment? Oui, tout à fait. Voilà, allez. Indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, fixation de la majoration des indemnités votées. Donc, j'expose qu'on a 8 adjoints et 8 conseillers, que je vais la résumer. Hein. Derrière, on a les 15% de plus, puisqu'on est anciennement chef-lieu de canton. Donc, il est proposé au conseil municipal, en application de l'ensemble des dispositions survisées, de procéder à un vote concernant l'application de la majoration de 15% à laquelle la commune de Cuers est éligible au titre de commune qui avait la qualité de chef-lieu de canton sur les indemnités octroyées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Donc le maire, je le rappelle, c'est 67,60% plus 15%, les adjoints 23% plus 15%, les conseillers municipaux délégués 9% de l'indice brut plus 15%. Donc on va procéder au vote pour celle-ci. Qui s'abstient, qui est contre, 6, qui est pour le reste. Et bien sûr d'approuver le tableau annexé à la délibération qui précise la répartition éventuelle entre les élus concernés de l'ensemble des indemnités de fonction et de majoration appliquées. Il est dit que les indemnités de fonction et les majorations sont payées mensuellement et automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point et de l'indice de l'évolution de l'indice brut terminal de la fonction publique. Il est précisé qu'aucun élu n'est concerné par l'écrêtement de ces indemnités dans le cadre du respect de la prescription légale de plafonnement des rémunérations et des indemnités. Il est dit que le crédit nécessaire sont inscrits chaque année au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal. Qui s'abstient, qui est pour, qui est contre, qui est pour. Merci.
Collaborateur de cabinet, recrutement et crédit effectif à sa rémunération. J'expose à l'Assemblée les dispositions réglementaires de ce recrutement. La rémunération individuelle du collaborateur de cabinet est fixée librement par l'autorité territoriale dans le respect des crédits disponibles et des plafonds fixés par la réglementation. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et supplément familial de traitement y afféré, ainsi que, le cas échéant, des indemnités. Il appartient à l'Assemblée délibérante de prévoir les crédits nécessaires à ce recrutement. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'abroger la délibération 2020-07-2227 du 22 juillet 2020 relative à la création d'un emploi de collaborateur de cabinet, de créer un emploi de collaborateur de cabinet dans les conditions susvisées, d'inscrire les crédits budgétaires au chapitre 12, charges personnelles du budget communal dans la limite des plafonds réglementaires ci-dessus rappelés, de donner pouvoir à Monsieur le maire, afin de prendre toute disposition, de signer tout acte ou tout document tendant à rendre effectif ce recrutement dans les limites des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Mise à jour du tableau des effectifs et création de postes. J'expose à l'Assemblée que, dans ce cadre, il appartient à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau des effectifs afin de répondre aux besoins des directions et services de la collectivité et de tenir compte de l'évolution des missions assurées. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la modification du tableau des effectifs par la création d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet, c'est une catégorie B, et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition pour signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charges de personnel du budget communal. Ça concerne la directrice, Madame, je vais dire le nom pour une fois, Madame Rambado, qui prend sa retraite, qui est la directrice de la bibliothèque et qui a fait un travail, enfin qui fait toujours, puisqu'elle ne part pas encore, qui fait un travail remarquable dans notre bibliothèque, qui est quelqu'un de très apprécié par tous les adhérents de la bibliothèque. Et rien que pour ça, pour le travail qu'elle a fait, je la félicite. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous en remercie. Monsieur le maire, c'est moi, débat d'orientation budgétaire 2026 sur la base d'un rapport. Alors, j'invite le conseil municipal à tenir son débat d'orientation budgétaire en vue de l'élaboration du budget primitif 2026 et des budgets annexes 2026. Donc, à la fin, il faudra prendre acte de la tenue du débat et il faudra voter l'existence de ce rapport. Les orientations budgétaires 2026 ont été faites au mieux, mais dans un délai très contraint, comme vous le savez. Vous les avez reçus et logiquement, vous les avez lus. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le lisent, mais bon. Pour ce qui est, donc je vais vous en faire un résumé, et après on débattra. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement en dépenses, le cadrage budgétaire est un cadrage de maîtrise des dépenses. Ainsi que donc pour le chapitre 011, il est établi sans augmentation par rapport au budget de 2025, avec la réserve de la situation internationale qui a fait redémarrer l'inflation et risque en conséquence de peut-être ou certainement dégrader ses prévisions. Ainsi, pour le chapitre 012, il y a une augmentation mécanique que subissent toutes les collectivités locales et qui se situe pour tous entre 3,5 et 4%. En tout état de cause, les
effectifs municipaux sont stables et après avoir fait nettement baisser en début du mandat ces effectifs. Ainsi, pour le chapitre 65, nous préservons les subventions aux associations, c'est quand même très important, et nous allons même avoir certaines augmentations grâce à la fondation FUNECAP. Pour le CCAS, nous maintenons le même niveau de subvention, c'est-à-dire 520 000 €. Ainsi, pour le chapitre 66, le montant des intérêts de la dette est en baisse, 410 000 € au lieu de 446 000 € grâce au faible recours à l'emprunt lors du premier mandat. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement en recettes, le cadrage budgétaire prévoit une augmentation prudente des recettes. Il est à noter, comme depuis 2020, il n'y aura pas d'augmentation du taux d'imposition pour les impôts locaux. Je vais reculer le truc. Pour ce qui concerne les dotations de l'État, nous restons très prudents et tablons sur une stabilité. Pour la section de fonctionnement, une fois les dépenses et les recettes, nous espérons une capacité de financement à hauteur de 2 millions d'euros. Pour la section d'investissement en dépenses, nous allons continuer à créer des infrastructures indispensables au développement de notre ville. Ainsi, les 200 places de stationnement annoncées, la rénovation de l'îlot Saint-Jacques, ce n'est que 2 exemples parmi tant d'autres. Et nous allons continuer à rénover nos infrastructures existantes. Nous allons aussi continuer notre plan pluriannuel de rénovation des voiries qui sera certainement à hauteur de 450 000 €. Nous allons terminer la cuisine centrale. Nous allons mettre en place un plan pluriannuel de rénovation de nos fontaines et de nos lavoirs. Nous allons rénover cette année la place François Bernard. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, on ne sait jamais, c'est la place qu'il y a devant l'église. Certaines opérations sont sous autorisation de programme crédit de paiement et nous allons les poursuivre. La rénovation du cimetière ancien, le parking dont j'ai parlé comme la voirie, la poursuite de l'opération programmée de l'habitat et la poursuite de la rénovation de l'éclairage public. Enfin, il est prévu de financer le sauvetage des habitations de l'impasse Théron à hauteur de 250 000 € remboursables et d'acheter le terrain à l'EPF, donc établissement public foncier, des Péreguins pour la construction de la gendarmerie. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples. Pour la section d'investissement en recettes, nous allons continuer à poursuivre notre gestion exemplaire de recherche de financement externe en espérant un montant proche en pourcentage de celui des dernières années, à savoir entre 40 et 45% de financement par subvention de nos travaux. De plus, il n'y aura pas, pour l'année 2026, de recours à l'emprunt pour financer nos investissements. En conclusion, le budget primitif 2026 sera élaboré sur les bases suivantes: maîtriser les dépenses en fonctionnement, évolution en hausse prudente des recettes de fonctionnement, un programme d'investissement encore très ambitieux. Et tout cela, comme je l'ai dit, sans augmenter le taux d'imposition de la commune et sans recours à l'emprunt. Pour un montant total de 24 millions d'euros en section de fonctionnement et 15 millions en section d'investissement. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'ai résumé. Monsieur Chable. Qui vous dit que c'est moi? Non, merci Monsieur le maire. Juste au préalable, la page, comme ça au moins le temps qu'on puisse dialoguer, on peut peut-être avoir une réponse. J'ai oublié de le demander. Il n'y a pas eu de commission. En page 21 du ROB, dans l'état récapitulatif des indemnités perçues par les élus, je n'ai oublié de demander à quoi correspondaient les indemnités journalières de 400 € et de transport pour certains élus. Si on peut apporter une réponse d'ici... voilà.
faut que je retrouve la page parce que comme j'écris Tout à très fait, page gros, 21, monsieur le maire. mais j'ai pas le même numéro La que toute vous. dernière. Ah, pardon. Non, juste, s'ils peuvent regarder pendant ce temps-là, il n'y a pas de... Je crois que c'est Annexe 7, monsieur le maire. Indemnité annuelle perçue par les élus en 2025. Bon, certes, c'est pour l'année dernière, mais si on pouvait avoir juste l'explication. Je ne vous la demande pas maintenant, juste si vous pouvez la demander pendant qu'on discute. Vous pouvez me la mettre à l'écran, non? Attends, je vais prendre le truc écrit en petit. Là. Si vous préférez, je débute et puis comme ça, on attend. Vous me dites. Alors, vous me dites page. Alors moi, sur le document que j'ai, c'est page 21, la toute dernière. Ce sont des frais, je pense, pour le salon des maires. Ok, merci. Allez, très bien. Merci, monsieur le maire. Alors, comme de coutume, on ne va pas s'attarder sur les données comptables dans la précision. Hein, ce n'est pas le but d'un ROB. Elles ont besoin d'être décomposées, analysées avec d'autres chiffres. Donc ça, ce sera l'objectif du budget primitif. Donc je vous rejoins. Moi, je formule le vœu, je l'ai marqué, je formule le vœu que plus de personnes sur ce mandat s'intéressent aux documents budgétaires que sur le précédent mandat. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, puisque le ROB, c'est quand même, outre le fait que ça précède obligatoirement le BP, c'est que ça reste malgré tout un document stratégique. Vous annoncez vos priorités, c'est là où la municipalité annonce ses arbitrages et oriente ses projets. Donc c'est vraiment l'instant politique, l'expression politique de la trajectoire municipale. Juste, on revient dessus, comme ça je ne le dirai plus, mais je vais le dire une seule fois en début de mandat. Et au prochain ROB, je vous éviterai cette remarque. J'aime bien qu'on rappelle chaque année effectivement qu'on n'augmente pas les impôts en majuscule. Cela fait maintenant 13 ou 14 ans, je crois, de mémoire. Mais n'oublions pas, conservons quand même collectivement tous en tête, ça c'est pour les nouveaux élus, que heureusement, parce qu'on on a un triste palmarès, on est médaille de bronze du Var. Voilà, on est la 3e commune avec le taux applicable sur la taxe foncière le plus élevé du Var. Donc, heureusement qu'on n'y touche pas et qu'on est amené à ne pas y toucher dans les années précédentes. Je note aussi, par contre, que chaque année, je le souligne, inexorablement, la capacité d'autofinancement diminue. Elle était de 4 millions en 2021 si on excluait l'opération exceptionnelle. Elle était de 2,4 millions en 2025. Et cette année, elle est seulement de 2 millions. Alors, l'Europe, vous le dites, il y a beaucoup de promesses d'investissement. Mais je n'ai pas vu de trajectoire de montant, de financement. Et il y a même des projets annexes non évoqués. Mais a priori, vous nous avez fait part d'une démonstration rapide, même si dans l'Europe, il y avait plus de choses. Moi, je voudrais parler de la page 6, monsieur le maire, si on a le même document. Vous nous parlez d'infrastructures nouvelles indispensables. Bon, vous parlez du parking, mais vous ne rappelez quand même pas le montant. On n'a pas d'idée de priorisation. Quelles sont les vraies priorités? Qu'est-ce qui va vraiment démarrer en premier? On n'a pas de trajectoire de coût. La faisabilité financière du théâtre de verdure et surtout le corollaire de ce projet, qui était dans l'enquête que vous aviez faite, le sondage, etc., qui était à terme la piétonisation de la place de la Convention, qui pour moi est le corollaire. Et page 7, je suis un peu surpris de ce que vous venez un peu de dire. Vous avez parlé de François Bernard, mais ça fait quand même 3 ans qu'on dit chaque année on va attaquer De Gaulle, on va attaquer De Gaulle. Quid de la place du général de Gaulle? On n'a toujours pas de vue. Alors par contre, une petite précision. Vous nous reparlez de la fameuse, elle a fait couler beaucoup d'encre. Là aussi, je vais en parler une bonne fois pour toutes. De la PCP voirie, vous me dites 450 000. Il y a marqué 200 000 dans le document. Quel est le vrai montant? Quel est le bon montant, pardon, puisque là, vous me parlez de 200 000. Moi, je dénonce depuis le début l'exécution incomplète, plutôt pour parler mieux, de cette APCP, en vous disant que si on n'est pas capable de la faire vivre, autant la supprimer. Alors je sais que le jeu, ça a été de mélanger hors taxe, TTC, fonctionnement, investissement, de faire un package global savamment repris, mais l'APCP, encore une fois de plus, l'APCP, c'est de l'investissement. Voilà. L'investissement, le bilan est clair, alors c'est soumis aux chiffres, est-ce que c'est 200 000 ou 450 000? Vous me pardonnerez la démonstration si elle est fausse, si c'est 450 000, mais on est à 1 400 000 dépensés et c'est 60%, donc ça doit être 66% si c'est 450 000. Et le fonctionnement, je le dis, ce n'est pas de l'investissement. Donc je le redis une dernière fois pour toutes, sur la PCP, sur l'investissement, on n'est pas arrivé.
Le fonctionnement, c'est les réparations, les nids de poules, le reprofilage, le rabotage. J'ai pris la liste précise de la norme comptable. Le rabotage, la réfection des bordures, je vous épargnerai le remplacement localisé de pièces métalliques, le maintien et la remise en état de la signalétique, etc., etc. Et même là, même sur ça, vous annoncez, vous avez marqué noir sur blanc, peut-être que le chiffre, encore une fois, n'est pas bon, mais vous marquez 400 000 pour cette année en fonctionnement. On était à 738 000 € en 2020, 669 000 en 2021, et on est à 400 000 aujourd'hui. Donc l'investissement, je le disais, la PCP en elle-même, c'est amélioration de la voirie en confort et en sécurité, élargissement des voiries, aménagement de carrefour, transformation d'un chemin rural en chaussée goudronnée, etc., implantation d'une bordure là où ça n'existait pas avant, etc., etc. Donc moi, je fais bien le distinguo et je continuerai à le faire. Si vous nous dites une APCP, on fait ceci, et que vous me répondez non, on fait X millions en tout, en vous mélangeant le fonctionnement et l'investissement, on ne parle pas des mêmes chiffres. Mais pour moi, le manque le plus criant sur ce ROB, et ce n'est pas une question de délai que vous avez eu, parce que c'est quelque chose qui, d'année en année, va arriver, c'est il n'y a aucune prospective, aucune analyse à long terme, aucun impact, aucune réflexion sur l'exécution des PUP, projets urbains partenariales. On en a plusieurs qui vont démarrer. On a les Péreguins, on a la Clovade, on a peut-être l'îlot Saint-Jacques un jour, et on a après, je n'en doute pas, quand ce sera abouti, on aura peut-être Saint-Lazare, on a d'autres pubs qui arrivent et il n'y a pas d'anticipation. On a presque, je crois, sur quelques années au Péreguin, là je n'ai pas noté le chiffre, je n'y ai pas pensé, donc veuillez m'excuser s'il n'est pas correct, mais on a 2,5 millions je crois à sortir pour les Péreguins. La Clovade, vous aviez séparé, c'est-à-dire que vous aviez fait tout ce qui est réseau, assainissement, etc. C'était le rôle de mémoire, si M. Domas veut me corriger, il est le bienvenu, mais c'était le rôle de l'aménageur. Et nous, on avait mis dans le package, en face, on avait mis création ou extension de la crèche, une classe, etc. Il n'empêche que tous ces habitants, ils arrivent. Et donc, il y aura effectivement des dépenses d'équipement public. Donc, un ROB, ça sert à ça. Ça ne sert pas que pour l'année 2026, ça sert à dire, voilà, en plus, c'est celui du début de mandat. Et on arrive, on dit, on n'arrive pas sur une vision à long terme, sur telle chose qui arrive, on ne donne pas de priorité. Ça nous laisse un peu dans le flou. Entre les 3 pubs qui arrivent, le projet de Saint-Lazare, dont je ne doute pas qu'il va aboutir un jour, celui en face, pardonnez-moi, j'ai plus le nom en tête, mais celui en face de la Clovade qui avait fait couler beaucoup d'encre avec les 30 logements. En tout, on a 1700 habitants qui arrivent dans les peut-être 7, 8, allez, 10 ans, je veux aller pourquoi pas, mais au moins on a 1500 habitants qui arrivent dans les 6 premières années et on n'a pas de prospective à long terme. Et la conclusion, vous verrez les prochains ROB, messieurs les nouveaux élus, sera un peu plus court. Là, c'est vraiment celui de début de mandat, donc on pose les choses, mais c'est votre petite phrase supplémentaire sur la loi SRU, sur l'article, le fameux article 55, la page 8, monsieur le maire. Il y a une petite phrase qui est arrivée toute nouvelle. Bon, déjà, je pense que ça ne valait pas le coup de s'humilier et de continuer et de dire qu'effectivement, moi je ne suis pas d'accord, on aurait pu avoir un peu de courage politique, parce que quitte à se faire tondre d'1,5 million en prévision, malgré la convention de mixité sociale, mais on ne va pas refaire le match, autant dire la vérité, c'est pas... oui, c'est le non-respect des plans triennaux précédents, mais c'est le non-respect des plans triennaux issus d'une loi complètement cynique, complètement unique, qui détruit les villes. Ça, on aurait pu un peu avoir le courage politique de l'annoncer, quitte à perdre 1,5 million, autant le faire. Moi, c'est la petite phrase, il faut m'expliquer. Vous dites, la ville gérera la pénalité SRU dans ce mandat en y fléchant certaines dépenses déductibles de la pénalité. Why not? Ok. Mais la phrase d'après, alors peut-être vous allez éclairer ma lanterne, afin que la pénalité soit utile aux investissements qui reçoit et non versés à l'État. Bon, déjà, je regarde dans les dépenses déductibles de la pénalité, j'aimerais bien savoir lesquelles on va déduire, mais surtout, j'aimerais comprendre une pénalité utile à des investissements, une amende utile à l'investissement, payer pour payer moins pour avoir... Enfin, on paye parce qu'on paye quand même, mais on espère avoir moins d'amendes. Enfin, c'est moins d'argent qui est utile à l'investissement. La phrase m'a laissé un petit peu dans le flou. Je pense que cette phrase, elle n'était pas forcément utile, ou en tout cas, elle est mal écrite. Voilà. Donc, sur la loi SRU, parce qu'il y a plusieurs dépenses déductibles du prélèvement, c'était déjà assez long, mais je ne vois pas quelles dépenses vous souhaitez essayer de déduire de cette pénalité. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas versé de subvention foncière, on fait des garanties foncières, on fait des garanties sur les emprunts.
mais on n'a pas fait de subvention foncière pour les propriétaires ou maîtres d'ouvrage sur les terrains pour la création de logements locatifs sociaux. Les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté, on n'en a pas de zone d'aménagement concerté, de mémoire. La viabilisation des pollutions d'un terrain, etc., qu'on va vendre ensuite pour la réalisation de logements sociaux, je ne pense pas, ou peut-être en tout cas très peu, peut-être sur Saint-Jacques. Enfin bref, il y en a plusieurs. Alors là-dessus, j'aimerais vraiment que vous pas aujourd'hui, hein, mais que vous m'ameniez la réflexion sur quel type de dépenses vous voulez déduire de cette amende qui, je le dis, est totalement inique. Mais en tout cas, voilà, si vraiment il y a une question aujourd'hui, c'est quelles sont les dépenses que vous souhaitez voir réduites de la part sur la loi SRU. Et ce n'est pas une réponse pour aujourd'hui, c'est peut-être une discussion qu'on aura plus tard. En tout cas, rendez-vous au BP pour une analyse plus poussée, mais il y avait toutes ces choses à dire. Merci à vous. Alors, je vais commencer par la loi SRU, puisque c'est ce que j'ai retenu le plus. Vous prendrez rendez-vous avec moi et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Concernant les PUP, ils sont tous prêts. Vous les verrez en temps et en heure quand les projets auront démarré. Concernant les 400, combien vous disiez? C'est 460 en réalité, vous le verrez sur le BP. Et concernant les APCP, on ne va pas recommencer un cours de chiffres et de... Les APCP, on le sait, c'est un outil. Ça permet de flécher certains crédits. Et après, derrière, la PCP, c'est que de l'investissement. Hein. Il n'y a pas de fonctionnement dans la PCP. Je suis désolé. Et concernant ce que vous disiez sur la place Générale de Gaulle, étant donné qu'on a fait la rue Joffre, oui, on remonte, donc on commence par François Bernard, et après tout est en plan en PPI, donc après on passera à la place Générale de Gaulle. Voilà. Donc je prends note de tout ce que vous nous avez dit. Alors, il faut qu'on... Le chiffre? Non, pardon. Moi, il me semblait que dans votre présentation, vous aviez dit que vraiment c'est pour que l'APCP, ce serait 400 000, 450. Et là, vous me dites 460 000, vous avez l'air de dire que c'est en fonctionnement. La somme pour les voiries en fonctionnement. Les APCP, ce sont que de l'investissement. Non mais, oui. Non mais dans votre... Je conclus. Dans votre présentation, vous avez dit 450 000 euros en APCP. La PCP sera de 450 000 pour cette année. Écoutez, sur le BP, il sera de 460 000. En APCP, d'accord. En APCP. Ok, voilà, non, mais est-ce qu'il y avait marqué 200 000 dans votre robe? Voilà. Merci. Après, le robe, c'est juste indicatif, hein, c'est pas non plus... non, monsieur le maire, c'est quand même stratégique. C'est quand même là où vous pouvez expliquer un petit peu les prochaines années. Quand même, c'est pas juste une étape qu'on passe comme ça. Ne vous inquiétez pas, les prochaines années, tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a dit dans le programme, tout sera fait, monsieur Chable. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Allez, on va... Alors, il faut que l'on prenne acte de la tenue des débats. Donc, on prend acte, tout le monde est pour. Voilà. Et on vote l'existence de ce rapport. Donc là aussi, logiquement, tout le monde est pour. Hein, on est d'accord. Allez. Rendez-vous au BP. Adoption du règlement budgétaire financier. Alors, ça, c'est chaque début de mandat, il faut revoter là-dessus. Je vais vous... Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire financier pour la durée de la mandature, d'autoriser d'une manière générale, monsieur le maire, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la délibération. Donc, on va... Y a-t-il des questions? Non, là-dessus, logiquement, il n'y en a pas. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Monsieur Robert Lupi avance sur la subvention du CCAS de QRS. Considérant que la réglementation comptable oblige à verser les subventions après les décisions individuelles d'attribution et ou le vote du budget, cependant, le conseil municipal peut y déroger en accordant par délibération une avance sur la subvention.
que cette décision doit être motivée par un besoin de l'organisme demandeur afin d'honorer ses obligations financières. Le rapporteur expose à l'Assemblée que le Centre communal d'action sociale CCAS de Cuers a formulé une demande de versement d'avance sur la subvention annuelle 2026 afin de couvrir ses charges sur le premier trimestre de l'année 2026 et plus particulièrement le traitement des agents. En fonction des prévisions établies, il souhaite obtenir une avance de 100 000 euros. Cette avance sera régularisée dans le budget primitif 2026. Le versement sera susceptible d'être réalisé en un ou plusieurs acomptes en fonction des besoins du CCAS de Cuers. Ce montant constitue un plafond de versement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2026. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une avance sur la subvention 2026 au CCAS de Cuers d'un montant de 100 000 euros. Il est dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2026 au chapitre 65. Merci Monsieur Lupi. Y a-t-il des questions? C'est comme chaque année. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Remboursement des frais aux élus. Donc, cela concerne les frais de déplacement des membres du conseil municipal, donc de tous les membres. Je pense que vous avez tous lu la délibération parce qu'elle est très longue. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération 2020-07-22-26 en date du 22 juillet 2020 relative au remboursement des frais des élus, en date du 15 octobre 2020 relative aux frais d'aide à la personne et aux élus municipaux, de rembourser aux élus les frais occasionnés par déplacement pour se rendre à des réunions hors du territoire communal, dans des instances ou organismes où ils représentent la commune en leur qualité. De préciser que les remboursements sont effectués sur la base forfaitaire pour les frais de repas et d'hébergement et bien sûr sur la production de justificatifs de paiement pour les frais de transport. En cas d'utilisation des véhicules personnels, l'élu sera indemnisé sur la base d'indemnités kilométriques, de rembourser aux élus les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à domicile en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L2123-1, de préciser que les remboursements des frais de garde sont effectués sur présentation de justificatifs sans qu'ils ne puissent exercer par heure le montant du salaire minimum de croissance. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et de signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits suffisants sera prévu au budget du chapitre 65, autres charges de gestion courante. Y a-t-il des questions? Tout le monde est pour, je suppose. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Indemnité pour frais de représentation du maire. Donc, il y a une petite coquille dedans. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une indemnité forfaitaire annuelle. Logiquement, dans ce qu'on vous a envoyé, il y avait écrit 3 000, c'est 4 000 euros. Il y a une coquille. On l'écrira dans le... Voilà. Et il est dit, bien sûr, que les crédits annuels sont inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante. C'est surtout, moi je peux tout justifier, il y a tout de clair. C'est surtout quand je pars sur Paris, parce que sur les hôtels, il y a des remboursements à, je ne sais plus combien, 120 ou 150 euros. Et c'est complexe de trouver ce genre d'hôtel, surtout pendant le salon des maires. Voilà, donc qui s'abstient? On s'abstient, oui. Abstention. Qui est contre? Qui est pour? Alors, attendez. Il y a 3 abstentions chez vous, monsieur excusez-moi. J'ai transmis le mauvais document, pardon. C'est ma faute. On s'abstient, excusez-moi. Voilà. Désolé de la... C'est la même coquille, c'est une petite coquille comme le montant. Voilà, allez. Donc, 6 abstentions et le reste. D'accord. Parce que là, ça ne peut plus aller chez vous, monsieur Chab, sinon.
Allez, pardon. Madame Leroy, approbation et autorisation de signature de la convention du nouveau projet éducatif de territoire, PEDT, et du plan mercredi 2025-2030. J'expose à l'Assemblée que le projet éducatif de territoire, PEDT, est un outil de collaboration permettant de mobiliser toutes les ressources d'un territoire au profit de l'enfant. Le nouveau projet 2025-2030 maintient les objectifs de qualité pédagogique, inclusion, développement durable, citoyenneté, et permet de bénéficier de la bonification plan mercredi pour les accueils de loisirs du mercredi. Cette convention a déjà été signée par le préfet du Var et le directeur académique des services de l'éducation nationale. Il appartient désormais au conseil municipal d'autoriser M. le maire à formaliser cet engagement pour la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention relative au projet éducatif de territoire et au plan mercredi pour la période 2025-2030, d'autoriser M. le maire à signer ladite convention avec l'État et la Caisse d'allocation familiale du Var. Des questions ? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Unanimité, je vous en remercie. Puisqu'on est dans l'éducation, là, je crois qu'il y a une baisse dans les maternelles d'inscription. Maternelle et crèche. Monsieur Philippe Copp, autorisation de signature de la convention d'autorisation d'accès et d'occupation du domaine privé communal avec la société Var Très Haut Débit. Considérant que le déploiement du réseau très haut débit constitue une mission de service public essentielle au développement économique et à l'aménagement numérique du territoire communal, que la réalisation et l'exploitation de ce réseau nécessite l'occupation de parcelles relevant du domaine privé communal, que la Convention encadre strictement les conditions d'accès, d'occupation, d'entretien, de responsabilité et d'assurance relatives aux ouvrages implantés, que la dite occupation est consentie pour la durée de la délégation de service public, soit 25 ans, et donne lieu au versement d'un loyer symbolique d'1 euro. Que la Convention prévoit les modalités de retrait pour motif d'intérêt général, ainsi que les conditions de restitution ou de maintien des ouvrages en fin de contrat. J'expose à l'Assemblée que la Convention a pour objet d'autoriser la société Var Très Haut Débit à accéder et occuper le domaine privé de la commune de Cuers, afin d'y implanter, exploiter et entretenir des équipements de fibre optique nécessaires au déploiement du réseau public très haut débit dans le cadre de la délégation de services publics du département. Cette occupation est accordée pour la durée de la DSP, moyennant un loyer symbolique de 1 euro, les travaux, l'entretien, les assurances et responsabilités étant entièrement à la charge de Var Très Haut Débit. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'autorisation d'accès et d'occupation du domaine privé communal à conclure avec la société Var Très Haut Débit, ainsi que ses annexes, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et de donner pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci monsieur Copp. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Copp, fixation pour l'année 2026 du montant de la contre-valeur au titre de la redevance pour la performance du réseau d'eau potable. Et après, vous aurez la même chose pour la redevance de la performance du système d'assainissement collectif. Alors, considérant que la commune de Cuers, en sa qualité d'assujettie à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, sera redevable envers l'agence de l'eau d'un montant égal au produit du volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable, du tarif fixé par l'agence de l'eau et des coefficients de modulation. Que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse a fixé un tarif de 0,060 € hors taxe par mètre cube concernant la redevance pour la performance des réseaux d'eau au titre de l'année 2026. Que le coefficient de modulation correspondant à la performance du réseau d'eau potable est fixé pour l'année de bénéfice à la valeur de 0,52. Que l'arrêté du 5 juillet 2024 fixe le montant forfaitaire de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable à 3 € par mètre cube maximum. Que la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable doit être répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable,
sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu. Que le montant de cette contre-valeur ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal précité, à savoir 3 € par mètre cube. Enfin, qu'il appartient aux délégataires de l'eau potable de facturer et de recouvrer auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et de reverser à la commune de Cuers les sommes encaissées à ce titre, conformément au contrat conclu avec la société Compagnie des eaux et de l'ozone. Qu'il appartient donc à la commune de Cuers de fixer le montant forfaitaire pris en compte dans la redevance d'eau potable au titre de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévu à l'article L213-10-5 du Code de l'environnement. J'expose enfin à l'Assemblée que l'article 101 de la loi de finances numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024 portant sur la transformation du dispositif de redevance des agences de l'eau, instaure à compter du 1er janvier 2025 la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable à laquelle sont assujettis les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable. En application du décret numéro 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modification des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau, et dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec la société Compagnie des eaux et de l'ozone, la commune doit définir la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable répercutée sur chaque usager, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu, qui ne pourra être supérieur à 3 € par mètre cube. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé un tarif de 0,060 € hors taxe par mètre cube concernant cette redevance pour la performance des réseaux d'eau potable au titre de l'année 2026, dont le coefficient de modulation correspondant à la performance du réseau d'eau potable est fixé à 0,52. Je propose donc au conseil municipal de fixer pour l'année 2026 le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable à 0,0306 € hors taxe par mètre cube, de préciser que la contre-valeur est assujettie à la TVA selon la réglementation en vigueur à hauteur de 5,5%, et enfin de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, M. Kopp. M. Cham. Oui, Monsieur Kopp, je prends une largesse sur le sujet de la délibération. Je vois que c'est vous qui intervenez, donc je suppose que c'est vous qui allez continuer à gérer ces questions d'eau et d'assainissement sur la commune, je l'espère. Vous verrez, laissez-moi cette largesse, vous verrez, Monsieur le maire, c'est le cas. Bon, en tout cas, comme j'ai déjà dit au précédent mandat, sur la question de l'eau et de l'assainissement, je me félicite de votre choix de continuer à confier cette responsabilité à Monsieur Kopp, puisque le travail est fait sur l'eau et il est bien fait. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci pour la reconnaissance. Allez, j'applaudis ce coup-ci, M. Cham. M. Kopp. Oui. Vous allez me résumer celle d'après parce que c'est la même chose pour l'assainissement. On va passer au vote. C'est important, hein. Ouais. Attention. C'est important. C'est important. C'est important. Mais voilà. Mais bien sûr qu'on va voter. Attendez. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je rappelle qu'on n'a pas fait appliquer en 2025. Enfin bref, je préfère rien dire. Allez. Donc je me suis perdu dans tout là. Réseau d'eau potable. Voilà. La suite, donc, la suite. Hein. M. Kopp, maintenant. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous résumer? Considérant que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé un tarif de 0,09 € hors taxe par mètre cube concernant la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif au titre de l'année 2026, que le coefficient de modulation correspond à la performance des systèmes d'assainissement collectif qui est fixé pour l'année 2026 à la valeur de 0,62, et que l'arrêté du 5 juillet fixe le montant forfaitaire également de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement à 3 € maximum. La contre-valeur de la redevance pour la performance du système d'assainissement collectif doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément de prix au mètre cube d'eau assaini.
Le montant de cette contre-valeur ne peut pas dépasser le montant de 3 € par mètre cube, etc. Donc j'expose à l'Assemblée que l'article 101 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 portant sur la transformation du dispositif de redevance des agences de l'eau instaure à compter du 1er janvier 2025 la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif à laquelle sont assujettis les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées. En application du décret numéro 2024-787 du 9 juillet 2024, portant modification des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau et dans le cadre du contrat de délégation de services publics conclu avec la Société Compagnie des eaux et de l'ozone, la commune doit définir la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'assainissement répercutée sur chaque usager sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini qui ne pourra être supérieur à 3 € par mètre cube. Voilà. Donc, je propose au conseil municipal de fixer pour l'année 2026 le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, à savoir 0,0558 € hors taxe par mètre cube. De préciser que cette contre-valeur est assujettie à la TVA selon la réglementation en vigueur à hauteur de 10%. Et enfin, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Oui, c'est pas trop long. Impeccable, Monsieur Kopp. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Véronique Bassineau, désignation des représentants de la commune de Cuers auprès de l'Association des communes forestières du Var. Pareil, ce sera un vote à main levée. Alors, il est proposé au conseil municipal de désigner pour le groupe majoritaire Madame Léa Samazan, donc pour la transition énergétique, et Madame Bassineau pour les forêts. Vous proposez quelqu'un? Non? Ouais. Allez, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? 6. Qui est pour? Allez. Donc sont élus Madame Samazan et Madame Bassineau. Merci. Allez, Monsieur Kopp, élection des délégués au syndicat mixte Siemelec, nouvellement TE 83. Et pareil, c'est un vote à main levée. Considérant que la commune de Cuers a adhéré aux compétences numéro 2, dissimulation des réseaux d'éclairage public communs au réseau de distribution publique d'énergie. Numéro 4, dissimulation des réseaux téléphoniques communs au réseau de distribution publique d'énergie dans les conditions définies par l'article L 2224-35 du CGCT. Et numéro 7, réseau de prise de charge électrique. Qu'il convient de procéder à l'élection des membres devant représenter la commune au sein du dit syndicat suite au renouvellement du conseil municipal. J'expose donc à l'Assemblée que suite au renouvellement du conseil municipal, il est impératif de procéder à la désignation de nos représentants auprès du syndicat mixte TE 83. En application de la réglementation en vigueur, le syndicat mixte TE 83 est administré par un comité syndical. Les modalités de l'élection sont les suivantes. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour à la majorité relative. Et en cas d'égalité de suffrage au 3e tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. L'article L 2121-21 alinéa 4 du CGCT dispose que le Conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Il est rappelé que si une seule liste est présentée après appel de candidature, les nominations prendront effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en sera donné lecture par le président de l'Assemblée délibérante conformément à l'article L 2121-21 du CGCT. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner pour le groupe majoritaire M. Philippe Kopp, titulaire, et M. Bruno Donati, suppléant.
C'est bon? Allez, on procède au vote. Qui s'abstient? Qui s'abstient, donc c'est vous. Qui est contre? Qui est pour? Donc sont élus membres titulaires M. Kopp, Philippe, et M. Donati en suppléant. M. Bruno Donati, élection des membres du syndicat mixte du bassin versant du Gap. Bonjour. Considérant qu'à la suite de la mise en place du conseil municipal, il convient de procéder à l'élection des membres devant représenter la commune au sein du syndicat mixte du bassin versant du Gapot, que les délégués sont élus par les assemblées délibérantes des communes ou coopérations intercommunales intéressées, que la représentation de la commune est fixée à un membre titulaire et un membre suppléant. J'expose à l'Assemblée que les compétences syndicales portent sur l'ensemble des travaux, acquisitions et études nécessaires à la mise en œuvre des orientations validées par la Commission locale de l'eau dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le syndicat a pour objet, sur la totalité de son périmètre, en matière de compétences relevant de la GEMAPI, c'est-à-dire de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, l'aménagement du bassin versant du Gapot, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, y compris des accès à ces derniers, la défense contre les inondations, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. En matière de compétences dites hors GEMAPI, l'amélioration de la qualité des eaux des rivières du bassin versant du Gapot, la gestion des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des milieux aquatiques en liaison avec ces rivières, la gestion et la prévention du risque inondation, une utilisation plus rationnelle de l'espace riverain, donc les majeurs et les mineurs. En application du Code général des collectivités territoriales, les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux parmi leurs membres. Les modalités de l'élection sont les suivantes. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour à l'élection et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. L'article L 2121-21, alinéa 4 du CGCT dispose que le Conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux présentations, sauf dispositions législatives et réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Il est rappelé que si une seule liste est présentée après appel des candidatures, les nominations prendront effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en sera donné lecture par le président de l'Assemblée délibérante, conformément à l'article L 2121-21 du CGCT. Sont proposés au Conseil municipal de désigner pour le groupe majoritaire M. Mathieu Garcia en tant que titulaire et moi-même Bruno Donati en tant que suppléant. Non. Allez, on va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc sont élus M. Mathieu Garcia comme titulaire et M. Bruno Donati comme suppléant. Allez, M. Kopp, autorisation de signature de la convention de servitude passée avec Enedis pour les ouvrages souterrains parcelles 0613 et 0720, lieu-dit Le Puy. C'est la dernière. Hein. Considérant que cette implantation est nécessaire au fonctionnement du réseau public de distribution d'électricité et à la continuité du service public assuré par Enedis, que cette convention fixe les conditions techniques, financières et juridiques de la servitude consentie par la commune à Enedis. J'expose donc à l'Assemblée que la société Enedis, dans le cadre de ses missions de développement et d'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, projette l'implantation d'ouvrages souterrains de 20 kV sur le territoire communal. Ce projet nécessite l'établissement d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A numéro 0613 et numéro 0720 situées au lieu-dit Le Puy, dont la commune est propriétaire. L'aménagement prévoit l'installation de 2 canalisations souterraines et de leurs accessoires sur une longueur d'environ 124 mètres,
s'inscrivant dans une bande de protection de 3 mètres de large. Enedis s'engage à verser à la commune une indemnité forfaitaire unique et définitive d'un montant de 3 720 €. Cette somme sera versée lors de la signature de l'acte authentique devant notaire, lequel sera publié au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de la société Enedis. L'approbation de cette convention est indispensable pour permettre le début des travaux et garantir la sécurité juridique des ouvrages implantés pour la durée de leur vie. Je propose donc au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention de servitude ci annexée et de donner pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Je vous remercie. Merci, M. Kopp. Y a-t-il des questions? M. Chable. Non, juste une explication de vote. On a voté contre à plusieurs reprises le projet, contre le projet qui aujourd'hui provoque cette délibération. Donc par cohérence de vote, on votera. Vous voyez, sur l'eau, je dis oui. Des fois, sur le reste, voilà. Par cohérence de vote, ce sera aussi un vote contre, par cohérence à ce qu'on a fait avant. Merci. Ok, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Donc oui, M. Kopp, c'était la dernière délibération. Donc quelques communications de fin de séance. Alors, ce samedi 4 avril, traditionnelle chasse aux œufs qui sera proposée aux enfants sur le thème du safari de Pâques. Donc c'est à partir de 14h au Jardin Fournier. Ce même samedi se tiendra également la 2e édition des masterclass. Ça se passe ici. Vous avez l'association Apéro Rock en collaboration avec l'école municipale qui propose une soirée placée sous le signe du live. Donc en première partie, ce sont les élèves de l'école de musique et la deuxième partie, c'est Madame Olson. Et de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Olson. Ouais, ça va. Oh. Le concert débutera à 19h et se déroulera donc ici, je l'ai dit. Le jeudi 23 avril, conseil municipal ici même à 18h. Le samedi 25 avril, nous aurons le plaisir d'accueillir notre traditionnelle foire de printemps. Et cette année, on pourra dire, c'est la foire du 25 avril. Voilà, démonstration culinaire, etc., etc. Et cette année, logiquement, si la personne qui s'occupe de la pêche à la truite n'est pas malade, il y aura une pêche à la truite pour les enfants. Le dimanche 26, nous commémorerons la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Après, je vous laisse aller regarder sur les réseaux, sur le site, etc., parce qu'il y a plus d'une trentaine de manifestations qui est prévues cette année, ce mois-ci, pardon. Ce serait difficile de toutes les énumérer. Voilà. Vous avez les points, la commune, l'office du tourisme, etc., qui ont tout ce programme. Merci pour la bonne tenue, pour une fois, de ce conseil municipal. Allez, pour quelques fois, ça change. Allez, je déclare la séance du conseil municipal terminée. Passez une bonne soirée et rendez-vous au 23 donc.